Saint-Georges, qui a tué le grand serpent. Comment le dragon. Le dragon, oui. Je ne trouvais pas le mot. Mais quel est l'élément d'intérêt à ce statut de différence de ce qu'on perçoit d'habitude le Saint Georges? Ici, c'est un guerrier ou non? Le Saint Georges. Si on regarde son visage. On dirait une femme, je sais pas. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est justement un symbole du fait que la révolution à Timișoara et en Roumanie a été la révolution des jeunes. Ce sont les jeunes qui ont fait la révolution qui ont tué le dragon le communiste. Et ça, ceci est situé dans une petite place très intéressante dans la ville. Mais Timișoara a aussi d'autres facilités, attractions, un héritage patrimonial riche, une offre culturelle à l'évolution, des infrastructures hôtelières et de restauration en croissance, est une ville étudiante importante de Roumanie, une ville forte en technologie de l'information, IT. Mais des environnements à potentiel touristique modeste. Elle dispose quand même d'une stratégie de développement culturel et d'une Big Book, c'est l'application avec laquelle elle a gagné le titre de capitale européenne de la culture très généreuse. Voilà l'image de la place urbaine sur laquelle se sont réunis les révolutionnaires et qui constitue de nos jours une des 3 places centrales de la ville. Quand les gens disent « nous allons dans le centre-ville », ils disent « ici ». Je vous ai dit que le patrimoine local est riche. Quelques courants architecturaux qui marquent les monuments, les bâtiments les plus symboliques de la ville. La ville est dominée par le baroque, les bâtiments de haut. Il y a aussi nombreux bâtiments de la période Art Nouveau. Et finalement, en bas, vous voyez aussi un style néo-roumain qui est inspiré un peu sur le style vénitien, italien, un peu mauresque, si vous voulez. Et il y a des bâtiments de ce style aussi qui complètent le paysage patrimonial de la ville. Quelques bâtiments symboliques, infrastructures aussi, l'avant-dernière ligne, industrie nouvelle, infrastructures de transport. La ville de Timișoara dispose d'un aéroport international, 1,6 million de passagers l'an passé. Sur la rivière de Bega, il y a transport en commun et transport touristique. Un habitat très diversifié, héritage en haut de l'habitat communiste, villa vers le bas et habitat HLM si vous voulez, mais après la période communiste, un processus de tertiarisation de l'économie avec centres d'affaires, avec bâtiments pour abriter les entreprises en IT. Le quartier d'affaires, un des quartiers d'affaires les plus importants, c'est celui-ci, que je vous montre, Openville s'appelle, qui est en cours de constitution. La moitié de ici c'est la maquette, la moitié a été réalisée, la partie qui est juste en premier plan est encore à réaliser dans les 2-3 ans à venir. C'est une place forte de la modernité dans la ville. La ville a la chance d'être une ville riche en patrimoine et riche en parcs, parce que tout au long de la rivière Bega qui traverse la ville, c'est un chapelet de parcs. On peut traverser la ville sans se rendre compte qu'on est dans une ville. On peut croire que on traverse toujours des parcs, d'un côté à l'autre de la ville. Et le côté le plus intéressant est que ce chapelet de parcs est juste à côté du centre-ville, avec le patrimoine le plus riche. Loge comme ça, la
ville. Finalement, la ville de Timișoara se trouve dans une région transfrontalière qui s'appelle DKMT, une région transfrontalière qui est polarisée de manière concurrentielle et il y a des collaborations en même temps entre les trois morceaux nationaux qui composent cette eurorégion transfrontalière. Je l'ai évoqué parce que vous ici, vous vivez dans un espace près de la frontière et je crois que vous fonctionnez dans ce genre de structure. Ici, c'est le cas entre la Roumanie, la Serbie et la Hongrie, une eurorégion qui réunit tous ces territoires et sont polarisés par les centres. Timișoara, accessibilité améliorée par l'arrivée de l'autoroute, mais peu de possibilités de détente hors la ville, parce que Timișoara est une ville de plaine et elle est loin de reliefs un peu plus vallonnés, des montagnes, où se trouvent les lieux les plus intéressants pour les villes. Et je suis presque à la fin, l'avant-dernier slide. Quels sont les points forts et les points faibles de la ville de Timișoara, statut capitale européenne de la culture? L'agglomération Grântina est un atout, centre économique fort, le deuxième de la Roumanie avec la capitale, ville ouverte, cosmopolite, mercantile, multiculturelle, prestigieuse. Timișoara a en Roumanie le prestige d'être une ville de qualité et qui est attractive au niveau national. A un aéroport actif et un autre atout, elle est proche des villes, d'autres villes dynamiques de l'Europe centrale. Elle a aussi des points faibles, densité démographique réduite, position marginale au niveau national, une certaine faiblesse culturelle et d'implication politique, manque d'espace et d'aménagement pour l'agrément et l'environnement, et infrastructures et de services insuffisants avec de services de transport insuffisants avec la Serbie. Encore modeste activité transfrontalière en dépit de leur région dans laquelle elle est incluse. Pour conclure, je me demandais, est-ce que le slogan aujourd'hui à Timișoara, demain dans tout le pays, qui faisait la fierté des gens à Timișoara autrefois, est-il toujours valable et assumé? Est-ce qu'il a du futur, par exemple, pour mobiliser de l'énergie en vue de fructifier le statut de capitale européenne de la culture ou pas? Et avec ça, je vous remercie pour votre patience et pour votre curiosité. Je vous ai mis l'image d'une autre place de Timișoara, place urbaine, qui est dominée par le baroque et en deux coins par l'art nouveau aussi. C'est la plus belle place de la ville et je vous invite au moins une fois dans votre vie venir la voir. 2021. 2021, oui, bien sûr, ça serait le moment. Il y aurait plein de spectacles, d'événements dans les rues. Et la ville se prépare pour ça. Même, j'espère, pour mettre un peu en valeur la mémoire révolutionnaire de la ville. Maintenant, il nous reste peu de temps, mais on a dialogué. On a peut-être encore un peu pour dialoguer si, après cette présentation, il reste quelques questions à poser, ou si vous avez fait la lecture d'un ou des deux articles que je vous ai envoyés, parce que je peux répondre d'ici le temps que vous voulez, peut-être vous voulez 30 secondes, mais si vous avez, je suis à votre disposition. J'ai une question concernant le rapport des universités au monde politique, au gouvernement. Oui. Ici en Belgique, on est assez proche, chaque fois les politiques utilisent souvent des statistiques Bruxelles et tout ça. Et est-ce que dans les autres sujets, est-ce que l'université et les politiques sont proches? Parce que j'ai cru comprendre que
à ce sujet-là, c'est assez divergent, mais est-ce que dans les autres sujets, économiques, sociaux ou autre chose, est-ce que ils s'entendent quand même bien entre les universités et la politique? Disons, pour répondre, j'essaie de répondre de manière pas stratégie, mais nuancée, suivant la réalité. Je suis persuadé qu'ici aussi, les universités jouent d'une certaine autonomie, ça s'appelle l'autonomie universitaire, moi je le crois. C'est le cas aussi en Roumanie. Les universités jouent de l'autonomie universitaire, qui est une autonomie institutionnelle et qui descend jusqu'au niveau de l'individu, du professeur. Le professeur joue d'une certaine autonomie, mais l'autonomie dont je vous parle est relative. Parce que, étant une université publique, l'université est financée par l'État. Et donc, c'est pour cela que je mets un bémol. C'est pas l'indépendance, c'est une autonomie limitée par le fait que nous sommes financés par le ministère. Par contre, l'université n'a pas de subordination, comment dire, envers les responsables locaux, les partis du local, la structure, le conseil général local, non, n'a pas que des relations, comment dire, comme entre moi et vous, ni comme entre vous et ma collègue, elle est votre professeur, moi je suis juste un invité. C'est un peu ça. Mais en même temps, l'université est impliquée dans la réflexion sur l'évolution de la ville, et elle est impliquée aussi dans la recherche. Et la ville est intéressée par la collaboration scientifique avec les universités. Ça, c'est une part de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse est que les gens qui travaillent à l'université sont des gens comme tous les autres. Ils ont des options politiques, des sympathies. Certains sont membres d'un parti ou d'un autre. Mais c'est en privé, si vous voulez. Il est vrai que parfois, ça dépasse le privé. Mais pas beaucoup. Donc pas beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc du côté recherche, contribution à la stratégie de développement, débat scientifique, débat public, l'université est très présente. Les universités d'ailleurs, car à Timișoara, il y a 4 universités publiques et 2 universités privées. Donc on est un centre assez important. Nous avons, le centre universitaire a un peu plus de 30 000 étudiants. Et mon université, à peu près 15 000 étudiants. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon. D'autres... non. Juste pour... Ils sont aussi assez confrontés, ici à Mons, on a été confrontés avec cette idée de lieu-mémoire, Mons lieu-mémoire, pour ce qui est le rôle qu'on commence à jouer pour la Première Guerre mondiale. Donc on a eu, je ne sais pas si vous avez participé, je pense que c'était il y a, oui, c'était en décembre, où on a essayé de mettre ça en valeur à Mons, non? On a eu, ça a duré, je pense, quelques jours, 2-3 semaines, où la ville a été submergée en fait par différents jeux mis sur l'animation mise sur la mairie, où on essaie de remémorer la guerre. La première ou la deuxième? La première. Moi, ça a été charmé aussi. Vous n'avez pas. Et on a utilisé en fait ça pour jouer en fait aussi sur la croissance, l'augmentation en fait des sentiments antinationalistes et anti-européens par rapport à l'Union européenne. Donc c'était. Voilà, ça c'est un sujet peut-être qui aurait mérité une discussion, mais peut-être que vous avez ces discussions avec ce sentiment anti-européen, anti-Union européenne qui se développe un peu partout en Europe. Et probablement que ça se développe parce que les nouvelles générations n'ont pas vécu la période quand il n'y avait pas l'Europe intégrée. Même en Roumanie, je vois, il y a des jeunes qui disent « bon, mais l'Europe, ça nous impose de Bruxelles, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui ». Mais puisqu'ils n'ont pas vécu
la période dans laquelle la Roumanie n'était pas dans l'Union européenne. Elle est entrée en 2007, oui, elle est entrée en 2007. Et j'ai vécu cette période-là, les humiliations pour avoir un visa et tout ça. Donc, je devais aller à Bucarest un jour avant, m'attendre à l'ambassade de 4 h du matin pour être sûr que je vais arriver, poser mes documents. Ensuite, j'attendais une semaine pour que l'ambassade délibère. Je devais revenir à Bucarest de Timișoara pour récupérer le visa. Et ça, il était probable ou possible qu'il ne me délivre pas le visa. Donc 2 voyages pour constater que j'ai été refusé. Vous comprenez donc? Et on était obligé d'attendre dehors, sous la pluie, dans le froid. Il n'y avait pas de salle d'attente pour certaines ambassades. Donc, pour ceux qui n'ont pas vécu ça, ils peuvent développer des sentiments d'opposition, de mépris. Mais dès que vous, par exemple, vous aurez voulu voyager en France ou en Allemagne et vous aurez dû attendre le visa devant les frontières, attendre le bon gré des policiers, est-ce qu'ils veulent vous laisser passer ou ils ne veulent pas vous laisser passer, est-ce qu'ils ont l'envie de travailler ou n'ont pas l'envie de travailler et vous laissent attendre 4 heures avant de vous accepter avec les documents. C'était comme ça que s'est passé les choses. Quand je suis venu pour la première fois en France, c'était en 1993. Je suis venu en bus et j'ai fait 2 jours et demi en bus. 2 jours et demi, et le temps le plus long de parcours, c'était aux frontières. Parce que c'était frontière après frontière de passer, et à chaque frontière, on attendait des heures et des heures pour traverser la frontière. Et vous vous imaginez maintenant, quand on part et on traverse l'Europe sans problème, ce sont des avantages extraordinaires pour le comportement, pour la liberté des individus, tout ça. Bien sûr qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas comme il fallait aller. Mais, et peut-être qu'il y aurait à l'avenir un retour vers ce qui était auparavant. Et ensuite, est-ce que l'Europe trouvera à nouveau une conjoncture pour pouvoir se réunifier? Parce que l'histoire va comme ça, en spirale comme ça, en évolution, en vague comme ça. Quand on est séparé, on aimerait être ensemble. Quand on est ensemble, on aimerait être séparé. Vous savez, donc il y a ces expériences, les gens sont toujours mécontents. Les gens sont toujours mécontents. Et c'est pas mauvais. Parce que ce mécontentement signifie évolution, développement. Si on était tous contents avec tout, on aurait resté à l'époque primitive, probablement. Bon. Ben, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que je ne vous ai ennuyé pas trop. Je suis un peu conscient du fait qu'il peut y avoir un certain ennui parce que je vous ai parlé d'un espace qui est loin de vous, que vous ne connaissez pas, mais j'ai essayé de vous le présenter d'une manière quand même le plus intuitive possible pour que vous puissiez vous situer là-bas. Parce que, par exemple, si votre collègue de Cameroun m'aurait parlé de Yaoundé ou je ne sais pas de quelle ville pendant 2 heures, peut-être que j'aurais dit, mais tous ces quartiers, toutes ces choses-là, moi je suis perdu dans. Même si je sais que Yaoundé est une ville qui évolue. Combien d'habitants à Yaoundé, par exemple? À Yaoundé, Environ.